Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Coup de tête. Aujourd'hui, Marco me laisse les manettes et je le remercie. Il est avec nous. Il revient d'Italie, mais c'était pas forcément pour François, c'était plus pour Diego de son côté. Salut Marco. Salut à toi Olivier, salut à toi Eric. Et Eric, lui, François pour lui, c'est plus François Perrin dans le film Coup de tête que François le pape. Le conclave se réunit demain, mais au-dessus de nos têtes se propage déjà une fumée noire. C'est plutôt la fumée noire qui s'échappe de l'étras en ce moment. Bravo. Bonsoir à tous. Pour l'image. Et on va donc décrypter la défaite de l'AS Saint-Etienne du côté de Geoffroy Guichard face à Monaco. 3-1. Alors on va revenir sur le match. Un court résumé préparé par Marco. Des titres spécialement préparés par Marco aussi sur Monaco. Des questions, car tous les supporters stéphanois se posent des questions en ce moment après cette défaite. Des coups de cœur, des coups de tête, une petite page agenda, une petite page Haute-Loire. Mais avant ça, donc, comme je l'ai dit, on va revenir sur le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. 32e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. 35 757 spectateurs agglutinés à Geoffroy Guichard pour assister à un Saint-Etienne-Monaco. Du côté d'Orneland, la composition, c'était l'Arseneur dans les buts. En défense, Petro, Nadé, Bernauer, Apia. Au milieu de terrain, Ekwa, Tardieu, Mouefek. Et ça, c'est pour le milieu. Et les avants, David Tachvili, Cardona et la surprise du chef Nguessan, titularisé pour cette rencontre. Le début du match va tourner très rapidement à l'avantage des visiteurs qui vont ouvrir le score sur leur première opportunité de la rencontre. Après moins de 2 minutes de jeu dans le chaudron, Akliouche était à la réception d'un centre à rater d'Enrique pour battre l'Arseneur au second poteau d'un plat du pied gauche à la 2e minute après un joli mouvement monégasque. Cueilli à froid avec cette ouverture du score, les Stéphanois ont essayé de réagir et Cardona, bien lancé par Nguessan, manque de peu l'égalisation en envoyant un ballon piqué juste à côté du poteau droit du portier monégasque. Coup dur pour Monaco après un quart d'heure de jeu, c'est Biarret qui quitte la pelouse blessé et c'est Mbolo, l'attaquant suisse, qui prend sa place à la pointe de l'attaque à la 14e minute de jeu. Les Verts, volontaires et affichaient de l'envie, mais ils montraient aussi beaucoup de déchets techniques, à l'image d'un ballon perdu par David Tachvili qui a offert une balle de break à Akliouche, et le milieu offensif se présentait face à l'Arseneur mais perdait son duel avec le gardien stéphanois. Juste avant la pause, la SSE a tout de même eu une énorme occasion d'égaliser, mais Petro a complètement manqué sa reprise dans la surface après un bon service en retrait de David Tachvili. Et après les 15 minutes de pause de la mi-temps, Wadji fait son apparition sur le terrain et il remplane Nguessan. Et donc, après cette mi-temps, Monaco a affiché moins de supériorité dans le jeu et Saint-Etienne en a profité pour se relancer. Si David Tachvili a gâché une situation de 3 contre 1 en envoyant une frappe largement à côté du cadre, le Géorgien s'est racheté en égalisant d'une très belle frappe depuis l'entrée de la surface à la 65e minute de jeu. Ça fait un but partout à ce moment-là. Ce but venait récompenser la bonne période des Verts. Mais le Chaudron n'a pas profité longtemps de ce retour au score puisque Al-Musrati a très vite redonné l'avantage à l'ASM d'un tir du droit, plein axe dévié par l'Arseneur dans son but. À la 68e minute de jeu, effectivement, le gardien stéphanois qui était sur la trajectoire pouvait s'en vouloir sur ce coup-là. Et derrière, Saint-Etienne a fait un autre cadeau à son adversaire. C'est Akliouche qui profitait d'un mauvais renvoi de Bernauer pour lancer Balogun, le buteur monégasque. Et il arrive à tromper l'Arseneur à la 78e minute de jeu. 3-1 à ce moment-là. Peu de réactions du côté des Verts pour cette fin de partie. Ils ont été un petit peu assommés, même si notre cher coach a eu la bonne idée de faire rentrer Masson et Sissoko à la 88e minute de jeu. Il faudra qu'on m'explique. Et il y a eu une belle tête de la part
de Wadji sur un centre de Petro. Et une autre occasion, ce sera Masson qui offre un bon ballon en profondeur sur ce même Wadji, mais qui est trop court pour reprendre le ballon. Deux maigres occasions pour terminer ce match. Et Saint-Etienne s'incline une fois de plus à Geoffroy Guichard face à des Monégasques, 3-1. Alors on va pas égrener le nombre de défaites, le nombre de buts pris, mais en tout cas, ce qu'on peut dire avec cette défaite, c'est que les Verts se trouvent au bord du précipice, au bord de la Ligue 2 bien sûr. Et on va analyser tout ça. Et on va commencer par revenir sur cette rencontre. Alors, les Verts se sont rapprochés un petit peu plus du précipice face à Monaco. Est-ce qu'il y avait moyen de mieux faire contre cette équipe de Monaco, Eric ? Une défaite de 3-1 comme la semaine dernière face à Strasbourg, avec pareillement un but signé Davitashvili. Bon, est-ce qu'il y avait de moyen de mieux faire ? Certainement. Moyen d'égaliser déjà très rapidement par Cardona, qui a une belle opportunité sur un service du jeune Nguessan qui était titularisé par notre coach Eric Orneland en lieu de place de Wadji ou de Sissoko. Donc, on prend ce but d'entrée, donc évidemment qui nous plombe. Donc quand on prend un but au bout de 2 minutes de jeu, on court après le score. Donc là on avait l'opportunité d'égaliser, on n'a pas su la saisir. Ensuite il y a l'Arseneur qui sort une double occasion donc, qui empêche Akliouche de signer un doublé. Et puis écoute, en seconde période, pas beaucoup de situations à se mettre sous la dent, si ce n'est un 3 contre 1 très mal joué par Davitashvili qui ensuite se rachète avec une magnifique égalisation. Et puis là, quand on a l'opportunité de marquer, 3 minutes plus tard, rebelote, donc une erreur défensive, l'Arseneur qui est loin d'être irréprochable sur le deuxième but monégasque, et puis après l'adversaire qui enfonce le clou. Si on se base sur la physionomie de la rencontre, il y a un tir cadré sur 11 tirs, c'est le but. Donc il n'y a pas grand chose à espérer mieux, mais encore une fois on pourra parler des choix du coach qui sont grandement responsables de cette défaite. C'est ça, Eric, si on regarde au bout de 2 minutes il marque, dès qu'on égalise il remarque, comme si en fait dès qu'ils accélèrent ils pouvaient nous marquer un but à tout moment. Donc c'est pour ça que est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à espérer sur cette rencontre ? Essaye de me convaincre. Oui, pour moi, il y avait à espérer parce que c'est l'avant-dernier match, il fallait impérativement l'emporter sans Stassin et sans Bouchouari. Je sais que c'est pas simple parce que c'est des pièces maîtresses depuis le début de saison. Depuis en fin de compte l'arrivée d'Orneland, ils sont incontournables ces deux joueurs, donc c'est pas évident. Après on a gagné le derby sans Bouchouari, donc on a montré qu'on pouvait faire quand même pas mal de choses d'intéressant face à une grosse équipe quand même. Et Monaco, tout au long de la rencontre, moi, ils m'ont déçu. Alors ils l'emportent, soit. Mais je m'attendais à une meilleure équipe monégasque et je pense sincèrement qu'il y avait quelque chose à faire, au moins ramener un point face à ces monégasques, parce que à part la technique d'Akliouche qui a posé énormément de soucis à Petro. Effectivement, je les ai trouvés pas étincelants, ces monégasques, et je trouvais qu'il y avait une façon de pouvoir réduire le score. Et effectivement, Cardona il a cette occasion, et quand on voulait, c'est pas quand on voulait, c'est on a eu des opportunités, on aurait pu leur faire vraiment mal, quoi. Et je regrette vraiment cette prestation des Verts que j'ai trouvé. Ça me laisse vraiment un goût amer parce que je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose à faire. Tu vois, je l'ai comparé face à un Saint-Etienne-Lens où ce Saint-Etienne-Lens, il n'y avait rien à dire parce que Lens était vraiment largement au-dessus à tout point de vue, tactiquement, techniquement, ils étaient vraiment au-dessus. Et moi, je m'attendais donc à ce deuxième du classement de ce championnat de Ligue 1. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et non, ils étaient à notre hauteur. On pouvait vraiment les mettre en danger et on n'a pas réussi. Après, je rejoins Eric. On va revenir sur les choix d'Orneland qui sont, une fois de plus, cruels. Alors justement, Monaco n'a pas montré grand-chose, mais Monaco s'y a perdu son meilleur buteur au bout d'un quart d'heure, Biarret, donc on n'a pas su en profiter. Ça aurait pu compenser l'absence de Stassin, et après, je te rejoins, on n'a pas su surfer sur la dynamique du derby, et c'est bien dommage. Alors,
on l'a entendu à maintes reprises là sur France Bleu à l'après-match. C'est une équipe, faut pas l'oublier, qui a battu Barcelone à Barcelone. Alors c'était peut-être pas cette équipe qui était ce soir-là à jouer sur la pelouse de Geoffroy Guichard, mais quand même ils ont cette année fait des performances quoi. C'est une équipe qui a fait un partout au Havre aussi. Oui, alors voilà justement. Donc on va ouvrir la page Horneland puisque si le Havre a réussi à faire match nul contre Monaco, c'est certainement pas avec cette stratégie, celle de Horneland qui est maintenant on la connaît, du pressing à tout va, une politique tournée à 100% vers les jeunes, du contre-pressing. Et on met sur la touche les joueurs qui ont tous plus de 28 ans, presque, et surtout les joueurs qui ont pas des volumes de course énormes. Lui, il lui faut des joueurs qui courent. Alors, est-ce que Horneland s'est tiré une balle dans le pied alors, c'est pas que contre Monaco que j'ouvre le dossier Horneland, mais est-ce qu'il s'est pas tiré une balle dans le pied là, face à Monaco finalement s'évertuant à garder cette identité de jeu? Évidemment, un schéma de jeu stéréotypé, il s'adapte pas à l'adversaire, il n'est pas capable d'apporter des modifications significatives pour inverser le cours des choses en cours de partie, et puis des choix incompréhensibles. Donc à l'absence de Stassin, le choix... Après, moi, ce choix ne m'a pas surpris, j'étais persuadé qu'il allait faire ça. Donc mettre Nguessan titulaire, donc, encore une fois, c'est pas lui rendre service à ce jeune joueur que de le lancer comme ça titulaire dans un match aussi crucial que face à Monaco. Donc j'aurais préféré voir Sissoko, Wadji pourquoi pas, mais dans ce cas d'entrée. D'ailleurs, c'est un désaveu puisqu'il a sorti Nguessan à la mi-temps, donc double désaveu pour le joueur et puis pour le coach qui prouve bien qu'il s'est trompé. Donc Wadji qui est entré à la mi-temps, il s'est procuré deux situations, comme a dit Marco, tout à l'heure de la tête, une au-dessus du cadre et une tête plongeante qui n'a pas réussi à trouver également le cadre. Et donc après, que dire, beaucoup de surprises dans d'autres choix. Moi, j'ai pas compris qu'il sorte Mouefek, qui a été le meilleur milieu de terrain, et puis incompréhension que Sissoko ne soit pas lancé bien avant dans la partie. Alors si ce n'est à la mi-temps, au moins quand on s'est retrouvé mené 2-1, il l'a fait rentrer non pas à la 88e, mais à la 90e, de même que Masson qui a remplacé Apia, qui était en dehors du coup, totalement de toute la partie, il était à côté de ses pompes. Apia, c'est pas la première fois, mais surtout le choix de Sissoko. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible quand tu as un joueur comme ça. C'est il a le meilleur ratio vers ce Sissoko. Il a quand même marqué un doublé face à Nantes. Il a marqué contre Strasbourg au début. C'est par rapport au nombre de matchs joués, c'est le meilleur ratio qu'on a. À l'aller, on lui refuse un but valable. On lui refuse deux au moins. Ouais, deux pions à Monaco pour Sissoko qui ont été refusés. Donc il était quand même relativement important dans cet effectif stéphanois. Là, tu as un match ô combien important. Il faut absolument faire un résultat face à ces Monégasques. Et lui, il titularise le jeune Nguessan. Et tu joues à 9 pendant 45 minutes, à 10, pardon, pendant 45 minutes. Il a été normalement, il a une passe décisive. Si Cardona, si Cardona, il croque pas la feuille. Un 15, il te l'a fait, celle-ci, il la récupère en plein milieu parce qu'ils ont paumé les Monégasques. Il a juste à la lancer. Donc non, on va pas s'arrêter sur simplement cette passe vers Cardona. Il n'est pas loin au niveau âge. U15. C'est le joueur qui a gagné le plus de duels, figure-toi, si on prend les statistiques. Je sais ça, mais les statistiques, ils n'ont pas le même regard que moi quand je regarde un match des Verts, ça c'est clair. Mais non, c'est se tirer une balle. Et est-ce que je me demande si c'est pas volontaire de la part du Viking. Je me pose vraiment cette question parce que. Voilà, là tu dois tout faire pour l'emporter et tu joues à 10 contre 11 pendant 45 minutes face à des Monégasques affûtés. C'est incompréhensible. Si je te suis, Marco, Horneland préférerait descendre en Ligue 2, c'est ça? Ah bah moi je me pose la question maintenant. D'accord. Ouais. Et je me pose la question. T'as le droit de te poser la question. Au niveau supérieur, c'est-à-dire Kilmer, est-ce que ça les arrange pas? On peut vraiment se poser la question vu la situation actuelle des Verts, et j'ai l'impression qu'il fait tout pour ne pas redresser les Verts. Après, lui il est toujours optimiste et lui il dit on va se sauver. Ça va être compliqué. Le dernier qui a dit ça, c'était Duprat. On est descendu avec lui. Et on il n'a pas dit on va se sauver. On était moins pire à l'époque. Il a dit qu'il était confiant. Oui, mais après tu peux pas dire si tu dis à tes joueurs que t'es pessimiste. Oui, tu peux. Mais il a pas dit on va se sauver. Il a dit qu'il restait une chance. Voilà.
C'est normal parce que tu peux pas. T'imagines si tu dis on est en Ligue 2, il reste 2 matchs. Bah, lui, apparemment, il est sûr de rester quoi qu'il arrive, donc bon. Oui, voilà. Alors le truc, c'est que normalement, fort, un entraîneur qui descend en Ligue 2, il saute. Et là, mais ce sera pas le cas. Ah Mais bon mais je savais pas ça. En plus, il va rester. Ah, bien sûr. Oh là là. Si, parce qu'au Danemark, au Danemark, il a fait ça en fait. oui, c'est vrai. Et il est descendu, il il est a remonté remonté avec avec la des coupe. records, ouais, avec des records de victoire en Ligue 2 norvégienne, mais c'est pas Norvégienne, tout à fait norvégienne. Ouais. Alors, bon, on va partir sur les joueurs parce que évidemment qu'ils ont un statut bien inférieur que ceux de Monaco. Moi, j'ai trouvé que dans l'état d'esprit, on pouvait pas leur reprocher grand-chose. Au niveau du don de soi, on va dire, de l'intensité, ce que aime souvent Geoffroy Guichard, il n'y a pas eu à part N'Guessan qui à un moment perd une balle et ne revient pas, mais tous les autres se sont donnés à 120%. Enfin, vous étiez au stade, donc je vais vous faire confiance. Pour moi, les joueurs, ils sont irréprochables sur cette rencontre. D'ailleurs, le public a été. Alors, il y a eu des sifflets, mais ça n'a rien à voir avec l'année dernière quand même. Enfin... Alors, je voulais en parler dans les coups de tête. Et moi, j'ai senti, c'est rare parce que je suis relativement présent, Geoffroy Guichard, depuis plusieurs décennies. J'ai pas du tout apprécié l'après 3-1 de Monaco. J'ai senti le public et les joueurs et l'entraîneur apathique, passif et ne pas réagir. Quand tu as un stade comme Geoffroy Guichard où tu es capable de pousser pour réagir, 3-1, il reste quand même un quart d'heure à jouer, on va dire, avec les arrêts de jeu, et il n'y a pas trop eu de réaction. Et je pointe le public et le groupe de supporters qui chantent pourtant qu'on sera toujours là, qu'on sera toujours à encourager. Et je l'ai senti vraiment, que ce soit du sud ou du nord, j'ai senti vraiment baisser, ils y croyaient plus. Et ça, je regrette parce que moi, j'ai vu des retournements dans les dernières minutes et pas plus tard que l'année dernière, où on était mené face à Bordeaux. Et voilà, il y a eu un certain Cardona qui a fait quelque chose de magique, mais le public était présent et il a poussé, et là, en fin de compte, ils ont admis. Et je pense que le coach aussi et les joueurs aussi ont baissé un peu les bras sur cette fin de rencontre. Est-ce que c'est pas l'impression d'avoir raté le coche avec cette égalisation où là tu te sens que tu peux encore... tu prends un grand coup, voilà, ça c'est sûr. Un gros coup au moral, quoi, là. Et surtout le troisième, je pense. Mais il y avait... Et franchement, moi je pensais que face à cette défense monégasque, qui sont plutôt... c'est des beaux gaillards, quoi, machin. Il y avait vraiment moyen de passer sur les côtés. Et souvent, après des mouvements stéphanois où on joue à la baballe, on fait des passes entre nous, quand on hésite à frapper au but et quand on hésite à centrer, on a vu que, par exemple, sur le centre de Petro, dans la fin du match, ça a failli faire mouche. On aurait dû le faire beaucoup plus souvent, on aurait pu vraiment se créer des occasions. Et j'ai pas senti, en fin de compte, cette volonté chez les joueurs, surtout chez l'entraîneur et aussi de la part du public d'y croire, quoi, parce qu'il fallait engranger au moins un point pour cette rencontre, et il restait un quart d'heure. Ouais, on va peut-être, je vais te laisser présenter le titre musical avant de revenir sur le jeu et les joueurs, les verres à moitié pleins, les verres à moitié vides, mais voilà, tu rends hommage au Monégasque. Ouais, alors à Monaco c'est pas toujours évident, mais il y en a un seul grand artiste qui vient de Monaco, et il s'appelle Léo Ferré. Alors ça sera pas un titre de Léo Ferré parce que ça risque de vous plomber, mais c'est une reprise de volée, une reprise du groupe rennais Les Villards qui reprend le titre Anarchiste de Léo Ferré. Très belle reprise. Y'en a pas sur 100, et pourtant, ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Les anarchistes, ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Dans le cœur devant, et leurs rêves au mi-temps. Puis l'âme toute rongée par des foutues idées.
Les Villards avec cette surprenante reprise de Léo Ferré, Les Anarchistes. Vous êtes bien dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Et on continue à analyser cette défaite 3-1 à Geoffroy Guichard. Et on enchaîne avec l'actualité des Verts à moitié plein, c'est-à-dire les joueurs ou le joueur qui vous a bien plu lors de cette rencontre face à Monaco. Et on a compris que c'était pas l'entraîneur, ok, que c'était pas Nguessan. Alors est-ce qu'il y a quand même un joueur qui a attiré votre regard? Moi j'ai bien aimé Moefek, j'ai bien aimé pour ma part, donc j'ai pas trop compris pourquoi il est sorti de manière prématurée à mon sens, parce qu'on a retrouvé un petit peu un joueur qui avait des cannes, qui est capable de se projeter, de faire des différences comme on l'aime, et comme on l'a pas forcément vu souvent durant cette saison. Et puis après Davitashvili qui marque un magnifique but, mais bon, moi, je regrette qu'il ait très mal négocié ce 3 contre 1, donc en parlant d'état d'esprit, il a fait preuve non pas d'altruisme, d'égoïsme, plutôt que de servir sur un partenaire d'attaque, ça veut dire beaucoup de choses, que ce soit Cardona ou bien Wadji qui est en meilleure position. Ce 3 contre 1 mené par Davitashvili qui a été bien lancé par Ekwa, le fait qu'il la joue pas collectif, je trouve que ça connote pas mal de choses et c'est vraiment regrettable ce genre de choses. Alors oui, il a marqué un très beau but. Oui, il a pu faire la différence aussi en première mi-temps, quand il sert Petro, il y a un très joli mouvement côté gauche, mais ce 3 contre là, 3 contre 1 malmené par le Géorgien, je l'ai en travers de la gorge. Quant à moi, ce sera Bernauer qui depuis, à part les 2 premiers matchs, il est arrivé blessé après son transfert au mercato hivernal, mais il monte vraiment en puissance. Déjà à Strasbourg, il avait été étincelant, même si on en prend 3. Là, il n'est pas de tout reproche sur le dernier but, qui est à la limite du hors-jeu. Mais quand même, par rapport à Batou Binsika, si on l'avait eu depuis le début de l'année, ce Bernauer, je pense qu'on n'en serait pas là. C'est le joueur le plus régulier, je trouve. Ouais, je te rejoins, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'est vrai que chaque émission on note du bien. Ouais, c'est vrai, et puis ça manquait, il a des qualités au niveau de la passe qu'on n'avait pas. Bref, peut-être dire que le but de Davitashvili, quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un aussi joli but de l'extérieur de la surface. Je pense que faut remonter à loin en arrière, parce qu'il y a le but de Cardona qui est magnifique l'année dernière, qui est peut-être même plus beau. Il y a le but de Boaké contre Nantes qui est pas mal quand même. Ouais, c'est vrai. Je sais, bizarrement, on le voyait rentrer du COP Sud. Je sais pas si c'est ces sensations. Dès qu'il a armé, on se disait qu'il allait finir au fond. Elle est puissante, elle est enroulée, elle est parfaite. Elle était pile dans l'axe. Donc, pour moi, Bernauer aussi. On va passer au verre à moitié vide. Et là, je pense qu'il y en a au fond de la gamelle. Pour moi, Cardona qui a manqué le peu qu'il a entrepris, donc cette pichenette est une belle situation pour moi qui pouvait amener un but ou moins servir son partenaire d'attaque. Nguessan, on en a parlé tout à l'heure, donc très fragile durant cette première période, même si effectivement il donne le ballon à Cardona. Et puis Apia, j'en ai parlé tout à l'heure, moi j'ai pas aimé du tout sa prestation. Bon, moi je te rejoins pour Cardona. Alors le Cardona, je le reconnais pas. Depuis qu'il a loupé son penalty à Lens, il a été fautif la semaine précédente face à Strasbourg. C'est plus à l'extérieur jusqu'à présent qu'il était pas très bon. À domicile. Vraiment, du jeu. Il a bouffé la feuille plusieurs fois. Et encore sur ce match-là, il est passé à travers Cardona. Et ça aussi, ça fait partie. Ça compte pour le score final. Si lui il n'arrive pas à cadrer, s'il n'arrive pas à faire la différence techniquement, ça pose souci et on le voit quoi. Alors c'est sûr qu'il a un rôle offensif et voilà, on prend beaucoup plus de pions, c'est là que ça fait mal. Et je te rejoindrai sur Apia et quoi c'est à la fois bien, à la fois pas bien, c'est trop juste. Mouton qui apporte pas grand chose. Tardieu sur ce match, il explose un peu physiquement. Il explose, le pauvre. Autant il a fait des bonnes rencontres ces derniers temps, mais là il passe à travers. Puis Petro qui est irrégulier. Après, qu'est-ce qui court quoi. Après le système de jeu d'Orneland,
comment on prend le premier pion. En fin de compte, on se découvre complètement. Donc lui, il court derrière, mais il arrive trop tard ou il a du mal. Après, il avait un sacré client, donc voilà pour. Elle est magnifique l'action il n'arrive pas à conclure. Donc on est capable de faire de bons mouvements. Mais c'est vrai superbe action et puis il se déchire à la fin. C'est ça, et t'as raison, c'est le fait d'être physiquement mort et il n'arrive pas à être suffisamment lucide pour faire, alors qu'il est gaucher. C'est des frappes comme ça, il est réussi d'habitude. Il donne tout, voilà, et puis il peut très bien centrer aussi, mais à un moment donné, il est trop limité, le pauvre. Alors, on pointe, ça fait longtemps qu'on pointe les latéraux, parce que t'as dit Apia, t'as dit Petro. Je suis persuadé que si tu inverses, tu mets les latéraux de Monaco, tu les mets à côté stéphanois, on le gagne ce match. Alors, tu vois, mais il y a beaucoup de chances pour qu'on le gagne. Et c'est vrai que ces joueurs-là, en plus, ils n'ont pas appris à jouer au foot comme ça. Leur génération, même de Petro, et c'est un très bon joueur, mais le centre de formation, à l'époque, t'étais défenseur. Il y a eu cette évolution des latéraux, et en plus Orneland en rajoute une couche dans le sens où ils jouent très haut, et en plus ils doivent accompagner tout le contre-pressing, donc faire des courses de 60 mètres vers l'arrière sans arrêt. Bref, on reviendra sur, je pense, un petit peu plus tard sur. On peut en dire un mot, parce qu'après il nous restera que l'agenda pour en parler. Donc les chances de maintien, elles deviennent très très minces pour les Stéphanois. Donc on rappelle la fin de championnat, c'est-à-dire on en parlera tout à l'heure, mais la fin de championnat, c'est un déplacement du côté de Reims et la réception de Toulouse. Alors on parlera de l'adversaire de Reims, mais est-ce que là certains ont dit on est en Ligue 2. Est-ce que vous dites nous sommes en Ligue 2 aujourd'hui 6 mai à 21h? Bah oui, parce que c'est plus de notre ressort, hein. Donc on dépend des adversaires qui sont au-dessus et qu'on quand même pris pas mal de points ce week-end, et ça pose souci, parce que il y a simplement 2 victoires, on n'a jamais fait 2 victoires consécutives, on n'a jamais gagné à l'extérieur sauf à Montpellier alors que le match n'était pas terminé, donc ça semble compliqué. Il faut 2 défaites du côté du Havre, côté nantais, eux ils reçoivent Montpellier, donc c'est mort, ils auront plus de points que nous. Angers, ils sont sauvés. Si, c'est fini. Ils sont sauvés la différence de but, c'est fini. Voilà, c'est la différence de but pour cette place de barragiste. Voilà, ils sont sauvés. Ils nous ont bien eu ce week-end-là. Je reviendrai pour les coups de tête sur la programmation de ces rencontres, mais. Je vois pas comment on pourrait. Alors tu dis le Havre doit faire 2 défaites. Alors c'est vrai qu'ils ont fait parfois des surprises, mais là, les 2 adversaires du Havre, c'est Monaco. Non, c'est Marseille. C'est Marseille et Strasbourg. 2 équipes qui ont aucune intention, et qui en plus sont pleines bourre. Marseille est encore plutôt bien, est revenu. Donc les 2 défaites, il y a plus de chances qu'ils aient 2 défaites quand même. Hein. Ouais, mais ils n'ont pas Orneland. Ça, c'est un avantage qu'ils ont. Ouais, tu peux dire qu'ils peuvent bétonner, eux. Non, c'est qu'ils jouent intelligemment, et on l'a vu ce week-end, ce dimanche. Il y avait un but partout entre Auxerre et Le Havre, et Digard, il a eu l'intelligence de jeu sur le dernier quart d'heure, et de mettre plus d'attaquants. Voilà, pourquoi Orneland n'a pas fait jouer Wadji et Sissoko sur ce dernier quart d'heure, tu vois. Ouais, il bouge pas de son 4-3-3, tu as raison. Non, mais Eric, il est trop frileux. Eric, on est en Ligue 2 pour toi? L'OM a fait un double stage salvateur à Rome, donc la SS pourrait profiter du pont qui arrive pour se rendre à Lourdes. Donc non, mais c'est ils s'enferment à l'étrage, si j'ai bien compris. Oui, aucun entraînement ouvert au public, évidemment, donc ça sera pas le public à mettre la pression. Ouais. Non, mais écoute, le samedi était très difficile, mais alors le dimanche a été absolument catastrophique. Qui aurait prédit ça? Donc déjà, on craignait que Le Havre prenne 1 point à Auxerre, mais alors qu'ils en prennent 3. Ça, c'est incroyable. Angers, Angers, c'est terminé, mais surtout maintenant le duel, le mano à mano avec Le Havre. Donc si Le Havre prend 1 point encore avec nous, qu'on gagne les 2 matchs, on passera devant eux. Mais bon, ça va être très très compliqué. Hein. Donc on peut s'attendre à ce que Marseille l'emporte effectivement au Havre, mais nous, est-ce qu'on va gagner à Reims? Oui, c'est ça.
Oui, Tout le monde puis- pense qu'on va gagner à Reims, mais on n'a pas gagné un Non, match non, de non, compétition, à part personne comme, pense. Alors, en tout comme a cas, dit ici, personne pense qu'on à va part à gagner. Montpellier, le match qui a été arrêté. Ouais. Bon, effectivement, on n'a jamais remporté 2 matchs de suite, donc là, c'est la condition sine qua non. Il faut absolument qu'on gagne à Reims pour rester en vie. Reims qui n'est pas totalement sauvé. À Reims qui n'est pas totalement sauvé, En plus. effectivement. Mathématiquement, non. Donc, ils vont pas faire de cadeaux. On ne pourra du pas tout. les dépasser, mais par contre, ils sont toujours à la lutte pour la place de barragiste. Ouais. Voilà, et puis c'est simplement la place de barragiste, c'est pas se maintenir au niveau de la Ligue 1, hein. C'est cette place de barragiste. Donc, non, on est moi, bien la Ligue d'accord. 2, il y a 97% qu'on y soit l'année prochaine. Hein, et- Tu le dis ça des fois. Qui aurait dit On ça est bien d'accord. quand Davidashvili Je a te égalisé. copie, Eric. Marco. On est bien d'accord. Et on va passer tout de suite à l'Alti-Ligérie. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Là, il va y avoir un sacré contraste puisqu'on commence en Alti-Ligérie avec la Nationale 2 et le Puy-Foot retrouve le National. Avec 11 succès et un nul sur les 12 derniers matchs, leur chemin était tout tracé. Et même Cannes, le plus redoutable des dauphins de National 2, a fini par céder face à une telle régularité. Le Puy-Foot, c'est tout simplement la deuxième attaque de National 2, mais surtout la meilleure défense. Et oui, Ferguson. Comme un symbole, les Ciels et Blancs ont atteint le sommet de leur art dans ces deux domaines. Samedi soir, pour aller chercher le plus large succès de leur saison en championnat, celui qui est venu officialiser leur montée, puisqu'ils se déplaçaient à Chasselet, à Gaulle FC exactement, dans le Rhône. Un cinglant 6-0 a été infligé donc à ces Rhodaniens. Devant leur public de Chasselet, les locaux ont fait illusion durant 5 minutes et avec une bonne entame, se battant pour leur survie, les Rhodaniens ont finalement très vite compris qu'il y avait plusieurs classes d'écart avec le leader. Au quart d'heure de jeu, c'est Ben Fredge qui donnait le ton en reprenant un ballon qui venait d'être poussé par le gardien à la 16e minute de jeu. Il fallait encore un quart d'heure supplémentaire pour faire le break par l'intermédiaire d'Esmel. Le milieu avait choisi sa soirée pour ouvrir son compteur but sur un corner qu'il avait lui-même provoqué. Et des réalisations, il va y en avoir, puisque tranquille, 10 minutes plus tard, après des réalisations de Fati et Debold, 4-0 à la 41e minute de jeu, ils ont déroulé en deuxième période avec ce triplé de Mohamed Ben Fredge, dont le 5-0, je vous conseille, cher auditeur, qui a été inscrit de plus de 50 mètres. Voilà, de 50 mètres à la 61e minute de jeu. Et à ce moment déjà, les esprits étaient davantage tournés vers le score entre Toulon et Cannes, qui s'est terminé par un match nul. Voilà, et puis un dernier but vers la 80e a été inscrit pour les Poneaux. Donc qui marque en fin de compte l'histoire, puisque voilà, le Puy-Foot retrouve le National après l'avoir quitté il y a 2 ans, il me semble, et tout un symbole, c'est Ben Fredge qui est inscrit à un triplé et hisse donc le Puy-Foot au niveau national. Très bonne nouvelle pour le foot alti-ligérien. Il n'y avait pas de match en National 3 concernant Espali, qui a pendant ces 2 dernières semaines a fait que des matchs nuls, et c'est une place un petit peu inquiétante, hein. Il reste 2 rencontres, mais tout est jouable encore pour les joueurs de Lionel Vaillant. Il y a une réception, je crois c'est celle de Chamalières, c'est la semaine prochaine, et il y a un déplacement pas évident, je sais plus où, mais c'est toujours jouable aussi. Il y a 6 points en jeu, et si ils arrivent à engranger au moins 4 points, ça va jouer entre quelques équipes qui se tiennent. Il faut savoir qu'il y en a 4 qui descendent dans cette poule de National 3, hein. C'est pas négligeable quand même. Sinon, Régional 1, il y avait des matchs. La réserve du Puy n'a pu faire qu'un but partout face à Grand Ouest du côté du Rhône. Monistrol, qui va plutôt bien en cette fin de saison, a fait le même match nul, un but partout face à d'autres altiligériens, Brioude. C'est en déplacement pour les Capitoliens. Blavozy
a fait exactement le même score, 1 but partout face au Bourbonnais de Doméra. Et puis Velay FC s'est incliné face à Firminy 4-2. Velay FC qui va retourner en Régional 2 parce que ça faisait longtemps, ils avaient fait une pige en National 3 et depuis voilà, ils ont fait quelques saisons en Régional 1 et là ils sont avant-derniers et ils vont descendre tout simplement. Régional 2, la très bonne opération de l'USSL qui l'a emporté 3-1 face à La Palisse qui était 3e, donc le leader qui l'a gagné face à La Palisse 3-1. Et puis la victoire de la réserve de Blavozy 2-1 face à Beaumont. Voilà pour les scores de ce foot Haute-Loire. C'est vrai qu'on a 2 salles, 2 ambiances entre le côté Saint-Étienne et le côté Haute-Loire. Donc on va passer à l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors samedi à 21h, dernier déplacement de la saison à Reims, face à un adversaire classé 13e à égalité de points avec Angers, et qui, s'il ne peut plus mathématiquement être rejoint par la SS, n'est pas encore assuré d'échapper au barrage, comme on vient de le dire. Les Rémois, futurs adversaires du PSG en finale de Coupe de France, restent sur un bilan équilibré au cours des 5 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, et clôturant l'exercice 2024-2025 par un périlleux déplacement à Lille. Donc autant dire qu'ils mettront tout en œuvre pour se mettre à l'abri dès ce week-end face à des Verts qui ont un pied et demi en Ligue 2 et qui sont dans l'obligation de l'emporter pour conserver un infime espoir de se sauver. Le Stade de Reims, pourtant, est loin d'être souverain cette saison à domicile, où il a été battu à 8 reprises. Donc si la SS est rentrée bredouille d'Auguste Delonne les 3 dernières fois, le bilan stéphanois dans cette enceinte est là aussi équilibré, 17 victoires, 10 nuls et 17 défaites. Côté stéphanois, Bouchoiry a fait son retour aujourd'hui à l'entraînement, contrairement à Stassin. L'arbitre sera monsieur Vatelier, au sifflet lors de la victoire face à Strasbourg, mais aussi lors de la défaite à Lille, où il avait accordé 2 pénaltys imaginaires et expulsé sévèrement Batoubin Sika. Donc vaincre ou mourir, voilà comment on pourrait résumer le face-à-face de samedi. 17e, l'AS Saint-Étienne compte 4 points de retard sur le Havre avec une différence de but qu'elle aura bien du mal à combler. Elle sera reléguée quoi qu'il arrive si elle ne gagne pas en Champagne ou si le Havre bat l'OM. Elle sera quasiment condamnée avant même de jouer si demain la commission de discipline de la Ligue décide un retrait de points suite à l'interruption du jeu le soir du derby. Donc 2 victoires lors des 2 dernières journées, telle est donc la condition sine qua non pour continuer à espérer. Or, pas une seule fois cette saison, on a réussi à enchaîner 2 succès. Après, ils sont à 8 défaites à domicile, les Rémois. Ça, c'est le petit côté optimiste. Et puis, ils ont le japonais, là, Ito, qui est blessé. Ouais. Mais il pourrait faire son retour. Non, mais il pourrait faire son retour, j'en ai pas parlé parce que c'est l'incertitude le concernant. Et d'accord. Si on pouvait récupérer Stassin, mais pour l'instant, il n'a pas fait son retour à l'Etra. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Bouchoiry, au milieu de terrain, où c'est vrai qu'on manque de solutions quand Mouefek sort. Mais est-ce qu'il sera et puis Tardieu, aligné, il commence à aligner les matchs. C'est un petit peu plus difficile à son âge, avec ce style de jeu. Et puis physiquement aussi, face à ces Monégasques, comme tu l'as dit, hyper physique. On a senti qu'à des moments, il pouvait rien faire, le pauvre. Sur le but, d'ailleurs, vous l'avez pas dit, mais pour moi, il y a faute sur Tardieu, sur le but, le deuxième but. Faute du Monégasque. Bref, moi je vois. Il y a surtout une faute de l'Arseneur. Oui. Après, l'Arseneur, il se fait soigner les yeux. J'ai pas compris ça non plus. J'espère que ça ira mieux du côté de Reims. On cherche l'électrochoc et on n'a pas trouvé. Mais l'électrochoc, on en a parlé il y a un mois. Olivier, on a dit pourquoi pas mettre Maubleu, ça aurait peut-être changé la donne. Si tu mets Sissoko, tu changes la donne. Ça, c'est des électrochocs. Il y a rien. Direction la Ligue 2. Point barre. Alors, je suis obligé de dire ici qu'il a été recruté pour donner une identité de jeu à l'AS Saint-Étienne en Hollande. Donc c'est vrai que ça fait une belle jambe. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais là, du coup, c'est pas de sa faute. C'est comme si toi, on te dit, faut que tu fasses de la pédagogie. Je sais pas quel terme utiliser, mais étudier tel mouvement. Au lycée, tu vas pas. Ouais, tu vois, c'est pareil. Bref. Ouais, mais pas bref, parce que s'il fait le même jeu en Ligue 2, on descend national. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que vous savez le nombre de joueurs qui sont en fin de contrat là?
Ou il y en a une bande, hein. Quasiment une D'accord. dizaine. D'accord. Donc ça est-ce que c'est pas ça qu'ils attendent Parce qu'il faudra bien les remplacer, hein. On va pas jouer à 6, on va pas jouer avec le centre de formation. Donc il va bien falloir recruter. Alors espérons qu'ils recrutent pas dans le profil cornu. Bah non, mais ils vont recruter des jeunes, encore une fois, étrangers. À partir de la data, ça va pas changer, c'est leur projet, tu dis. Oui, non, mais je veux dire. Cornu, quoi. Ils vont pas prendre des joueurs expérimentés. Hein. Non, il y a mieux que cornu. Il y a Stassin dans le lot. On peut leur accorder quand même le bénéfice du doute dans le recrutement. Parfois, ils sont pas toujours trompés. Si tu descends, ils se sont trompés. Hein. Alors dans le recrutement, je dis pas dans l'approche ils sont trompés. l'approche de la Ligue 1. Ils sont trompés mais c'est vrai jusqu'à la fin. Là, on hein. aimerait être dans la tête de Gazidis pour savoir en réalité à quel point. Il connaît rien. On peut peut-être pas dire ça. Mais... Ah bah si, je le dis moi. Non mais parce que. Attends, il a réussi à Non, Arsenal mais et Milan, il c'est peut- incroyable. à quel point il voulait absolument rester en Ligue 1. Non. Ou, non. je pense que ça arrive dans son ordre de priorité. Le 8 décembre. Rester en Ligue 1, ça arrive pas en tête de ses priorités. C'est ça le problème. Tu vois. Le 8 décembre, il dit simplement, l'effectif tel qu'il est, il n'a pas à bouger, c'est un souci d'entraîneur. On n'a pas l'intention de changer de joueur. Les joueurs, ils ont le niveau pour rester en Ligue 1. Et il a l'intention de rester en Ligue 1 avec l'effectif qu'il a. Alors que tout le monde le voit, et puis nous on est habitués, on a vu la saison précédente qu'il y avait un souci avec les latéraux et que c'était trop léger au milieu de terrain. Voilà, rien n'a été fait. Mais lui il le dit carrément, donc non, il est nul. C'est vrai qu'il a dit ça. Ah bah oui, il l'a dit. Hein. Il a dit qu'il voulait rester en Ligue 1. Bon. Mais avec cet effectif. Il a pas mis les moyens pour le faire. Hein. Surtout le mercato d'hiver. Il a pas rectifié le tir, alors qu'on s'y attendait, et qu'on a les moyens. Non, c'est des arrivistes pour moi qui n'y connaissent absolument rien. Et c'est des décisionnaires, et comme souvent les décisionnaires, c'est comme notre Viking, et ben ils sont incompétents. C'est souvent. La hein. musique adoucit les mœurs. Exactement. Allez, un groupe stéphanois, un des derniers que j'ai repéré, et il s'intitule 111, et le titre c'est Oh Wow. Le titre prometteur, oh wow, du groupe, non, le titre dynamique du groupe stéphanois prometteur 111, ça s'intitule Oh wow, et ouais, ça envoie, c'est vraiment bon, c'est nouveau, j'ai hâte de les voir sur scène, très très bon, et c'est du niveau des Bordelais, hein, parce que le rock actuel, ça se passe au niveau du sud-ouest en France. Mais là, là c'est pas mal. C'est ton coup de cœur ? Ouais. Justement, on y va. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur pour le super but de Zwoiko Davitashvili. Dans le chagrin, je me réfugie dans la lecture ou la culture. Donc, coup de cœur pour Dessous de verre, on l'a souvent mis en avant ici dans l'émission Coup de tête et sur FM 43. Donc, je vous conseille les deux derniers volets consacrés à Laurent S et Timothée Mémon, donc deux journalistes. J'aurai la chance bientôt d'en être l'invité. Et puis, dans coup de cœur pour Tribune Verte, le nouveau magazine justement de Laurent S, de Benjamin Danet, qui est un vrai amoureux des Verts, et puis deux autres journalistes, donc qui fait suite un petit peu à But Saint-Etienne, effectivement. Donc c'est le numéro 2 qui est sorti. Puis là encore, il y a 4 pages j'ai eu la chance qui mettent en lumière mon parcours et puis mon livre. Et puis un coup de cœur pour la revue de l'After Foot intitulée Le foot, c'était mieux avant. Un retour 30 ans en arrière lorsque Lubo menait le jeu des Verts, lorsque l'OM était en D2, lorsque la Juve et le Barça de Cruyff régnaient sur l'Europe. Alors c'est peut-être se faire du mal que de replonger comme ça dans le passé, mais à cette époque, la SS n'avait pas perdu une partie de son identité, ni le football son âme.
Ouais, mais ils étaient descendus quand même fin des années 80. Hein. Eh oui, 96. Mais c'est sûr que, en tout cas, il a bien changé et c'est pas du tout il a mal changé. Et il a mal changé et ah oui, en mal. Ça c'est clair et c'est net. Concernant mes coups de cœur, bien sûr la victoire de Lens sur Lyon. Bon, je me rassure avec ce que j'ai, hein. Mais bon, ils jouaient en vert, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Que les Lensois l'emportent face aux vilains, face aux quenelles. Et tu sais que ça va plus loin que ça, parce que s'ils se qualifient pas, c'est peut-être ce qui va causer leur chute aux Lyonnais. Et donc nous maintenir. Nous sauver. Sinon, les coups de cœur vont vers le local, avec cette équipe du Puy qui retrouve donc le national, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce magnifique but de Ben Fredge là de 50 mètres, franchement, allez regarder ça sur les réseaux sociaux, ça vaut vraiment le coup. C'est un magnifique goal à goal. Ouais, goal à goal, exactement. Golasso. Et puis un dernier club, c'est l'USSL. L'USSL, je crois qu'il reste 3 matchs. Ils sont leaders, ils ont 4 points d'avance. Ils peuvent se hisser au niveau de la Régionale 1. C'est pas fait parce qu'ils affrontent lors de la prochaine journée, ils se déplacent à Nord-Lozère qui est second. Nord-Lozère qui a perdu à domicile face à Vichy ce week-end. Donc non, il y a du suspense et l'USSL qui est quand même bien placé pour monter à l'échelon supérieur. Donc gros coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est sur la télé, la diffusion de la Ligue 1. Vous savez qu'il y a beaucoup de pourparlers en ce moment, puisque DAZN va se retirer. Donc on hésite à faire une chaîne finalement créée de toutes pièces par la Ligue 1. Eh bien, moi je suis tout à fait pour. Et pour cela, il pourrait s'inspirer de la K-League. Je veux parler de la Ligue de Corée du Sud, qui a sa propre ligue gratuite et qui arrive à s'en sortir. Alors, je ne sais pas si on peut calquer ce modèle en Europe, mais en tout cas, tous les matchs sont à disposition de tout le monde sur Internet, gratuitement, en libre accès. Et en plus, ça fait le bonheur des joueurs de Sorare, puisque c'est aussi des joueurs qu'on peut trouver sur ce jeu de fantasy foot. Tu suis cette ligue passionnément. Exactement, je la suis. C'est donc toi qui regardes cette ligue. C'est ça. On passe au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors, coup de tête pour ce week-end cauchemardesque, marqué par la défaite à domicile de l'ASS, 19e de la saison, conjugué aux victoires d'Angers à Nantes et du Havre à Auxerre dans le temps additionnel. Ces résultats rendent désormais quasi inéluctable en retour en Ligue 2, un an seulement après avoir réintégré l'élite, ce qui constituerait une triste première dans l'histoire de notre club. Donc, coup de tête aux dirigeants, responsables de ce fiasco, à l'entraîneur, prêt à nous faire mourir pour ses idées, et aux joueurs, qui s'ils avaient mis à chaque match les mêmes ingrédients que lors du derby, ne renverraient pas en enfer le peuple vert, meilleur public de France, victime collatérale de ce carnage. Et enfin, hors ASS, permettez-moi d'avoir un coup de chagrin suite au décès de Manolo El Del Bombo, donc le supporter emblématique de la Roja, qui tenait un bar à Valence, en face du stade Mestalla de Valence. Donc j'avais le plaisir de m'y rendre et puis de faire une photo en sa compagnie. Le football espagnol pleure sa disparition. Eh oui, effectivement. J'étais sûr que tu allais nous parler de lui. Je n'ai pas apprécié les 15 dernières minutes, je l'ai expliqué dans l'émission, les 15 dernières minutes de cette rencontre face à Monaco. Je n'ai pas apprécié bien sûr les choix de Horneland sur cette rencontre, qui ne veut pas privilégier l'expérience et qui ne trouve pas la bonne solution. Et surtout, je vais revenir avec ce que vient de dire Eric sur le scénario de ce week-end. C'est catastrophe pour nous, mais moi, je vais pointer le côté antisportif. Je trouve pas normal que Saint-Étienne ait joué 24 heures avant les deux autres. Alors, je parle des deux autres, c'est Angers et Le Havre, sachant que Saint-Étienne avait la veille perdu. Ils ont tout fait pour faire la différence. Et je trouve pas normal que ces matchs-là ne se jouent pas en même temps, surtout que les 2 prochaines journées, tous les matchs vont jouer en même temps. Pourquoi ils n'ont pas décidé de jouer au moins le même jour, dimanche, pour les 3 matchs? Donc je trouve ça pas sportif du tout.
parce que bah tu commences pas le match dans le même état d'esprit. Tu te mets à la place des Angevins et des Havrais. Bah ouais, voilà, il faut faire la différence. On va tout faire pour l'emporter, et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Et moi, je dis bravo à Digard qui a privilégié l'attaque dans les dernières minutes pour l'emporter et pour engranger 3 points. Hein. Moi, je dis chapeau. Hein. C'est un entraîneur qui connaît la Ligue 1 qui devait prendre le relais d'Aloglio. C'est évident. Je pense que c'est pas en changeant les joueurs. Les joueurs ici, ils sont ce qu'ils sont. Mais Orneland, là, il nous a pourri notre fin de saison, quoi. Le Havre a gagné à Saint-Etienne, à Lens, à Lille et à Auxerre. Donc, il mérite plus que nous de rester en Ligue 1. Hein. Oui, et puis ils ont fait match nul face à Monaco. On est d'accord, mais après, si on a gagné certains matchs qu'ils n'ont pas gagné non plus. Alors, de mon côté, je vous coup de tête pour Guillou, vous savez, il écrit chaque semaine dans Le Progrès, et je n'en peux plus de ces jeux de mots. Ça devient illisible, ils se sont obligés de faire 3 jeux de mots à chaque phrase, et en fait on comprend plus le sens de la phrase, et donc pour cette semaine on va arrêter les jeux de mots déjà, nous en tout cas. Des jeux de mollets. Oui, mais donc voilà, et je pensais que tu allais parler de Manolo bien sûr, mais je pensais que tu allais parler des pipas, parce que certains clubs espagnols sont en train de l'interdire. Le foot c'était mieux avant. Oui, non mais c'est ça. Bon, c'est une tradition espagnole. Tu t'en parlais mieux que moi, mais ces espèces de pipas qu'on mange au stade, les graines de tournesol. Dans tous les stades espagnols, ils font que ça. Ils faisaient que ça, puisque il y a certains clubs de Ligue 2 qui sont en train de les interdire. Alors pour des raisons, écologiques ou je ne sais quoi, mais ou de santé publique, mais en tout cas, ils sont en train de l'interdire. Les oiseaux les récupèrent. Oui, en général, les coquilles, ils bouffent ça. Voilà pour mes coups de tête. On se retrouvera, bah voilà, ça se tire, hein, la saison 2024-2025, il ne reste plus que deux émissions. 3 j'espère, s'il y a des barrages. Et 3 si tout se passe bien, oui. Ouais, on en redemande. Saint-Etienne, priez pour nous. On en redemande. On vous dit bonne semaine et surtout, allez les Verts. Allez les Verts. Une victoire à Reims. Bonne semaine, allez les Verts.